Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le plaisir des retrouvailles et surtout du partage de tout ce qui se passe sur la scène culturelle est toujours au rendez-vous sur le plateau de Culture Club comme chaque dimanche soir sur les ondes voyageuses de Canal Algérie bien sûr et de ce Culture Club qui vous ouvre grand de ses portes pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, je le disais à l'instant, sur ce qui se passe sur la scène culturelle et particulièrement du livre. Et bien justement, vous avez certainement été nombreux à visiter le festival, j'allais dire le festival international du livre jeunesse certainement, mais du festival et du salon international du livre qui a refermé ses portes il y a seulement quelques semaines. Et bien justement, nous reviendrons ce soir et nous feuilleterons avec vous quelques ouvrages, quelques nouveautés à l'image de celui de Monsieur Abdelkader Ben Damaj qui a pour titre bien sûr Cheikh Hassisen, le Chabi, la révolution, tout un parcours aux éditions Enag. Abdelkader Ben Damaj, bonsoir. Merci de l'invitation, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. On a eu du plaisir à partager avec vous, bien sûr, le parcours de Mahboubati, un artiste de légende. Cheikh El-Hadi El-Hajj, Abdelkrim Dali, bien sûr, une vie, une œuvre. Florilège ou l'œuvre réunie d'Al-Boudali Safel, bien sûr, tout ça est aux éditions Enag. Et ce soir, c'est toute une histoire, c'est tout un parcours, c'est tout un pan de l'histoire algérienne que vous nous offrez à travers, bien sûr, Cheikh Hassisen, le Chabi, la révolution, tout un parcours. Des livres, toujours et encore sur le plateau de Culture Club. Ce soir, on a eu du plaisir à le recevoir lorsqu'il avait obtenu le prix Mohamed Dib en 2006 pour son ouvrage 5 dans les yeux de Satan. Il s'agit de Hamid Ali Bouassida. Bonsoir. Bonsoir. Votre ouvrage a été édité bien sûr chez Casbah Édition et là c'est le retour sur le plateau de Culture Club pour votre roman, c'est le premier bien sûr. La dernière carte serait-elle réellement la dernière? Eh bien vous allez nous en parler tout au long de l'émission de ce soir. C'est un roman qui a été édité aux éditions de l'Harmattan dans la collection Lettres du monde arabe où encore une fois vous nous renvoyez faire cette Algérie de la tourmente, cette Algérie de la violence des années 90. Pourquoi ce retour? Vous fallait-il une véritable distanciation pour revenir justement et nous donner à voir ou à revoir cette Algérie tourmentée? Eh bien nous en parlerons bien sûr tout au long de l'émission de ce soir. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, Hamid Ali Bouassida. On a également eu le plaisir à la recevoir lorsqu'elle avait commis son premier ouvrage à l'âge de 15-16 ans. Il s'agit de Ania Merimaj. Rappelez-vous de son livre Alexander, la chute aux enfers, la plus jeune romancière d'expression française. Ania Merimaj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de retour ce soir sur notre plateau pour nous emmener en voyage, encore une fois, entre les lignes et surtout dans cette tradition orale, les contes, le magique, l'histoire à travers la nuit aux deux soleils. Ania Merimaj, c'est votre dernier ouvrage, c'est aux éditions, bien sûr, Al-Ma'rifa. Merci encore une fois d'être avec nous, Ania Merimaj. Et puis, on parlait justement de restitution de ce patrimoine immatériel. Elle en a fait son cheval de bataille, notre quatrième et dernier invité. Ce soir, il s'agit de Kaptar Miziti. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous ai pas mis face à Abdelkader Ben Damaj par hasard. Eh bien, pas du tout, parce que vous avez également été dans cette réflexion de restitution de ce patrimoine, un patrimoine qui se meurt, en reprenant d'une manière extraordinaire les chansons de Fadela Zelia, de Sherifa, de Sherif Reddam à travers des compilations sur lesquelles nous reviendrons bien sûr tout au long de l'émission de ce soir. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Merci de nous être fidèles, vous bien sûr, les amoureux de la culture, des bonnes feuilles à travers vos questions et vos réactions sur cultureclub@tv.dz. Abdelkader Ben Damaj, rebonsoir. Cheikh Hassisen, le Chabi, la révolution, tout un parcours, c'est aux éditions Enag. J'ai eu du plaisir à vous voir lorsque vous aviez organisé une vente dédicace lors de l'organisation du 18e Salon international du livre. Il y a un engouement de plus en plus important du public et du jeune public en direction de ces monstres sacrés de la chanson, de la poésie et du lyrisme. D'abord, j'étais heureux comme le serait chaque auteur, chaque écrivain comme ça qui sort un livre. C'est important pour la mémoire, pour l'histoire. Et puis, le monde qui est venu prendre ce livre, et le signer plutôt, le prendre signé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cheikh Hassisen. Cheikh Hassisen est un militant d'abord de la première heure. On n'en parle jamais. Absolument. On a même fait parfois la confusion entre Hassisen, l'artiste peintre, et le saluant bien sûr, et puis Cheikh Hassisen qui nous a quittés il y a 2 ou 3 mois de cela. Cheikh Hassisen, non. Cheikh Hassisen nous a quittés en 1958, le 29 septembre exactement. Il est né en 1929, il est mort le 29 septembre 1958, qui est aussi 2 fois 29, et il avait 29 ans. Voilà un chiffre 29 qui tourne autour de ce monsieur. C'est un grand militant d'abord de la première heure avec le MTLD, PPA, etc. au début. Et puis, une fois le déclenchement de la lutte de libération nationale, il est là. Et puis, il travaille comme un fou. Et aussi, c'est un artiste très sensible, aussi compétent et aussi créateur, puisqu'il a créé un genre tout à fait propre à lui. Sa carrière a duré une dizaine d'années à peu près. Tout à fait, assez courte. En 10 ans aujourd'hui,
ben, il a laissé tout un patrimoine qui n'est pas... Et on en parle aujourd'hui encore, la jeune génération en parle aujourd'hui, même s'il nous a quittés en 58. Absolument. Il a déjà le début des années 50, lui, amoureux de Cheikh El Hadj Mohamed Lanqa, il n'a pas fait comme Cheikh El Hadj Mohamed Lanqa. Il a fait sa voix tout seul. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami, l'élève, le compagnon de Amraoui Missoum, qui se trouve être le grand monsieur qui a créé, qui a inventé ce qu'on appelle la chanson asré, la chanson moderne dans notre pays. Ça, c'est Amraoui Missoum. Il a aidé, il a encouragé jusqu'à même quand ils sont partis à Paris. Et Amraoui Missoum est un militant lui aussi. Ils sont dans la Casbah, à la Porte Neuve, à la rue Zama, toute cette Casbah qui a enfanté les grandes familles algéroises et qui a aussi béni et encouragé la lutte de libération nationale. À partir de ça, justement, j'ai monté toute cette histoire de Cheikh Hassisen, sa biographie d'abord, qui est mêlée avec la Révolution. Mais la plupart des chanteurs de l'époque étaient réellement dans la Révolution. Dans la Révolution. Voilà, mais on n'en parle pratiquement jamais. On n'a jamais parlé du parcours de Hajj Mohamed Lanqa, justement, lors de la guerre de libération. On n'a jamais parlé également du parcours de Fadel Al-Zeria. Bien sûr, qui était aussi une grande militante. Exactement ça. De la prison, pourquoi sont-nous réellement dans ce déni historique Non, mais c'est peut-être que, bon, on n'a pas eu d'abord le temps et puis peut-être des moyens, parce que la mémoire est importante. Il faut être spécialiste. Vous sauvegardez ce patrimoine musical algérien qui se meurt, et vous dites que c'est la mémoire collective qui est en train aujourd'hui de s'étioler. C'est pour ça que justement vous en avez fait votre cheval de bataille. Bon, on a toujours dit oui, la mémoire, un jour on achètera en devise notre mémoire, nos produits, etc. à l'étranger. Ben aujourd'hui c'est chose faite, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui sont menées aujourd'hui par particulièrement le ministère de la Culture, et puis il y a un intérêt important, même à l'échelle internationale. Il y a l'UNESCO qui s'occupe de ça depuis 2003, 2004, 2005, et l'Algérie fait partie. L'Algérie a été toujours première dans ce domaine de la sauvegarde de la mémoire, dans la sauvegarde aussi du patrimoine immatériel. J'ai comme l'impression que vous assurez justement de la visibilité pour l'avenir des générations montantes concernant justement toutes ces grandes figures de la poésie, mais surtout du chant. C'est un pan important de la mémoire. Ces personnalités comme ça qui ont véhiculé l'identité, qui ont véhiculé l'histoire, qui ont véhiculé un vécu de l'Algérien durant au moins ce que je fais moi-même aujourd'hui, durant au moins 4 siècles. Et particulièrement le siècle dernier sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. Comment est-ce que vous expliquez par la même occasion, Abdelkader Mendamech, vous êtes aujourd'hui sur notre plateau justement pour la promotion de votre dernier ouvrage, Cheikh Hassisen le Chabi, la Révolution, tout un parcours, je le rappelle encore une fois, c'est aux éditions ENAC, c'est que les chansons de Hassisen, même s'il nous a quittés en 1956, sont toujours actuelles. Toujours actuelles parce que d'abord elles étaient sincères. Quand un artiste, et je parle devant une artiste, quand on est sincère, eh ben, le message passe. Parce qu'il faut le dire sincèrement. Lui a été sincère. Lui a été l'artiste. Il est né artiste. D'abord, il était percussionniste avant d'être l'interprète. Et puis, il a suivi l'école de Amraoui Missoum, l'école aussi de Abdelghani Bouchiba, Khalifa Abdelqasem et l'Anqa également, puisque sa base, c'était l'Anqa. Cheikh Hassisen a été... d'abord, il a quitté l'Algérie en 1957, puisqu'il était poursuivi, il était chassé par l'administration française de l'époque et la colonisation. Et il part à Paris. Et à Paris, il pose toute son activité à Saint-Michel dans le mouvement estudiantin à l'époque. Et on sait combien la révolution s'est basée sur cette solidarité des étudiants à l'époque. Lui, il était le chanteur des étudiants de l'époque à Saint-Michel. Et puis après, dès la création de la troupe artistique du FLN, eh ben, il intègre, il est choisi parmi les premiers, et puis il se retrouve à Tunis. Il est resté 6 mois et il est mort. Voilà, exactement. Cheikh Hassisen le Chabi, la Révolution, tout un parcours. Mais vous avez travaillé justement sur cet ouvrage, sur la personnalité bien sûr de Cheikh Hassisen, sur des
témoignages. Sur des témoignages, bien sûr. Beaucoup de personnalités ont témoigné, dont Ali Haroun, parce qu'il était l'un des responsables à Paris de la Fédération de France du FLN, et aussi Maouche, Tahar Ben Ahmed, Mustafa Sahnoun qui était avec lui, Tahar Amiri, Mustafa Preur qui était son copain, Ammar Lacheb qui était aussi son copain, beaucoup de personnalités. Cheikh El Hadj Boujma Al-Anqis. Boujma Al-Anqis aussi qui était son copain. À l'époque, beaucoup de personnalités comme ça qui ont vécu la période et qui l'ont vu. Kamal Hamadi également, qui a fait un témoignage poignant, puisqu'il lui a donné même une chanson en kabyle. Et il le dit, il dit Kamal Hamadi, cet interprète, auteur, mais également compositeur, quand il parle de Cheikh Hassisen, il disait Cheikh Hassisen était un artiste très doué, avec des qualités humaines exceptionnelles. Sa modestie légendaire l'a fait grimper très rapidement dans l'estime de son large public d'abord, et des musiciens qui collaboraient avec lui ensuite. Je l'ai connu en 1953, lorsqu'il tenait la percussion au sein de l'ensemble musical de son maître, Amraoui Missoum, lors d'une tournée artistique animée par Abdelrahman Haziz, encore une fois un grand autre chanteur qui nous a quitté, Slimane Azem, et je l'ai revu plus tard vers la fin de 1956 lors de la partie concert d'une émission radiophonique dirigée orchestralement par le célèbre bien sûr Boujma Fergan. Voilà, Boujma Fergan. Bon, Cheikh Hassisen, donc j'ai dit, il a créé sa personnalité, il s'exprimait très bien en kabyle. Il chantait, il a fait des chansons très célèbres, dont Ater el-Qafs, Ater el-Qafs. Et ensuite, Lahil Thabamou, quand il a intéressé aussi ses auditeurs à la chanson religieuse, Madih Dini, avec Cheikh Sidi Khadr Bakhlouf et le reste. Et puis, il a fait aussi des créations nouvelles. Nahar al-Jum'a, Rahteri, par exemple, qui existe jusqu'à maintenant, tout le monde l'écoute aujourd'hui. Puis la jeune génération le reprend, pour ça également. Il a créé, il a fait des petites chansonnettes. Et pendant la lutte de libération nationale, au boulevard Saint-Michel, en pleine guerre à l'époque, lui, il chante Hayou Jish Tahrir, en plein centre, en plein Paris, à Saint-Michel. Lui, il a chanté Hayou Jish Tahrir. Pourquoi j'ai réellement l'impression, quand vous êtes sur notre plateau, mais chaque fois que vous commettez un ouvrage, Abdelkader Medamash, que ce soit pour Mahboubati, que ce soit pour Abdelkrim Dali, que ce soit pour Boudali Safir, vous êtes dans l'affect, vous êtes réellement dans ces coups de cœur. Absolument. C'est un coup de cœur, d'abord, ma vie entière est un coup de cœur. Ça, on l'a ressenti pendant plus de 25 ans, 30 ans, lorsque vous animiez vos émissions à la radio, Maya Hussein. Qui a duré 20 ans, il faut le rappeler. Voilà. Qui a duré 20 ans d'un seul trait, comme ça. Voilà. Mais on veut lire vos mémoires aujourd'hui. Mais maintenant, comme c'est la logique, on passe maintenant à l'écrit. Parce qu'il faut restituer toute cette mémoire qu'on a ramassée pendant des années. Il faut maintenant passer à l'écrit. C'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, maximum possible, puisqu'on n'est pas éternel. Ouais. La santé n'est pas aussi permanente. Donc, je fais le maximum. J'ai du mal à vous croire quand on vous voit à l'antenne. Qu'est-ce qui vous a interpellé réellement en premier dans le parcours, dans l'écriture, dans le militantisme? Je ne sais pas, il y a mille et une facettes de Cheikh Hassisen qu'on méconnaît. Mais qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, Abdelkader Ben Amash? D'abord, c'est l'amabilité de ce jeune, puisqu'il est mort à l'âge de 29 ans. 29 ans, il était célèbre, très célèbre, à l'âge de 29 ans. Il était déjà sensible à la question nationaliste. Beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Lui a créé son genre, déjà. Un artiste, c'est fait pour ça. Hein, l'art et la création de l'esprit, il faut toujours le rappeler. Il n'a pas copié X ou Y. Il a fait son chemin à lui. Pourtant très imprégné par le Hajj Mohamed Al-Anqa. Oui, bien sûr. Ouais. Il l'aime, d'ailleurs. Il a pris la base. Pourquoi? Parce que le Hajj Mohamed Al-Anqa est également un créateur. Un créateur, d'abord, il nous a donné tout ce genre qu'on appelle aujourd'hui le Shabi. Et Hassisen a fait cette voie-là, fauché par la mort en 1958, le 29 septembre, mort d'une maladie pulmonaire. Et il part 10 ans, uniquement 10 ans, il a créé toute une histoire d'un grand artiste, d'un grand militant. Un grand artiste, un grand militant. Il a écrit aussi des poésies. Il a sauvegardé certaines autres poésies et il était aimé de beaucoup de monde. Il a jusqu'à maintenant des gens qu'il a. Justement, c'est cette confusion qui a été faite il y a 2 années, 3 années exactement. C'est ce que je vous disais. On a confondu le parcours de Hassisen, c'est l'artiste peintre. On a démarré. On a même rapatrié ses restes de Tunis. Il était inhumé le 29 septembre 1958 à Tunis, au cimetière El Djellez.
1973. Et aujourd'hui, il est réinhumé dans la tombe de sa mère, Tassadit, qui d'abord, il avait une relation avec sa mère extraordinaire. Donc, il est mort jeune aussi, vous le disiez. Il est mort très jeune, oui. Ouais. Sa mère, qui est morte en 1981, a fait depuis 62 à 81, tout le long de son existence, elle a toujours sorti son mandol, son instrument préféré, et elle le met devant elle tous les vendredis matins, que Dieu a fait. Une façon de le faire revivre. Voilà. Sa famille existe jusqu'à maintenant, sa veuve existe jusqu'à maintenant, et le Festival national de la chanson Chabi lui a rendu un hommage en 2010 également, et un film lui a été consacré, un film documentaire, une caméra qui a suivi un peu tout son itinéraire d'Alger, en Kabylie, la Casbah, Paris, et ensuite Tunis. Et le retour aussi aujourd'hui parmi les siens. Abdelkader Ben Amash, Cheikh Hassisen le Chabi, la révolution, tout un parcours. C'est aux éditions bien sûr ENAC. Vos questions, vos réactions, vos suggestions, vos remarques sur cultureclub@ntv.dz. Est-ce que je me tromperais, Abdelkader Ben Amash, en disant que pour un premier coup d'essai, ce fut un véritable coup de maître pour lui. Il a rencontré le succès dès ses premiers spectacles. Dès les premiers spectacles, dès la première chanson. Parce qu'il était naturel, c'était l'artiste quand il est Boileau disait qu'il se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors justement pour la restitution de ce patrimoine, vous en parlez, on a réellement l'impression que vous l'avez approché, que vous l'avez rencontré, Absolument. Vous l'avez interviewé. C'est Cheikh Hassisen, mais vous accompagnez dans cet ouvrage quelques-unes de ses chansons. Absolument. Voilà, les textes en arabe, il faut également le dire. Vous restituez ce... Même en kabyle. En kabyle. Voilà, exactement. En tout cas, Abdelkader Ben Amash, vous restez en notre compagnie. Cheikh Hassisen le Chabi, la révolution, tout un parcours qu'on est venu vous offrir ce soir sur le plateau, bien sûr, sur un plateau presque d'argent, avec Abdelkader Ben Amash et tous nos invités. Alors, deuxième... rencontre ce soir, bien sûr, sur le plateau de Culture Club. Il s'agit de Hamid Ali Bouassida. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, 5 dans les yeux de Satan, j'ai comme l'impression que vous avez enfin conjuré le mauvais sort. Hein. Pas tout à fait. Pas encore. Il y a quelques mauvais esprits qui nous Voilà, accompagnent. il y a toujours des mauvais esprits qui tournent. Hein. Oui. Alors là, vous êtes de retour bien sûr pour, je le rappelle, la dernière carte, c'est aux éditions de l'Harmattan, dans la collection des écritures, hein, bien sûr, du monde arabe. On va revenir très brièvement pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas ce livre-là, avant de passer bien sûr au second. Vous avez obtenu pour cet ouvrage 5 dans les yeux de Satan aux éditions Casbah, le prix Mohamed Dib. Vous avez été un véritable... chirurgien, vous avez disséqué l'âme des Algériens, du nord au sud, de l'est également à l'ouest, mais j'ai comme l'impression que vous restituez la voix aux simples citoyens, aux prolétaires. C'était mon ambition au départ. J'ai toujours rêvé non pas d'avoir la prétention d'être le porte-parole des 100 grades, mais j'ai toujours voulu parler de ces anonymes, de ces passants simples qu'on croise dans les marchés populaires, dans les stations de bus, ces piétons très nombreux qui ont beaucoup de choses à dire. J'ai toujours voulu parler de ces gens-là, au lieu de parler des gens qui sont... sans-voix. Des sans-voix, voilà. Les sans-grades, voilà. Sans doute parce que moi-même, je suis un sans-grade, un enfant du peuple. Sans doute, oui. Peut-être pour ça. Un hommage, bien sûr, c'est un hommage à votre frère d'encre, comme vous l'appelez, bien sûr, à Keteb Yassine, parce qu'il y a également une carte d'identité hein, en ce qui vous concerne. Avant d'aller vers le deuxième ouvrage, je le rappelle, la dernière carte, un roman aux éditions de l'Harmattan. Alors, quelle est la carte d'identité littéraire de l'auteur? Elle est toute simple. Hein. De toi, La Fontaine, j'ai bu les fables, j'ai été loup et agneau, corbeau et renard, j'ai même été chêne et roseau, pensant Blaise. Je suis riche de tes misérables Victor, et de ton Émile, bien sûr, m'a éduqué Jean-Jacques. Je sais le mal de tes fleurs, Charles. Je suis ivre de ton bateau, Arthur. Tes feuilles d'automne m'ont froissé, Victor. Et j'ai nagé dans ton lac, Alphonse. J'ai vécu la mort de ton loup, Alfred. Et j'ai pleuré ton Atala, René. Je sais l'enfer de tes paradis artificiels, Charles. Et tu m'as dit que l'enfer, c'est les autres, Jean-Paul. Alors je suis devenu refoulé comme toi, Sigmund. Et j'ai haï mes semblables. J'ai donc commis mon crime. J'ai eu mon châtiment. J'ai fait leur guerre. Je veux ma paix. Ne suis-je pas l'idiot de la farce? Je n'ai pas fumé l'opium. Ils m'ont donné le bâton Mouloud. Ils m'ont pris la terre et j'ai versé mon sang. C'est
tout un hommage à tous ceux qui vous ont construit, à tous ceux qui ont construit votre imaginaire dans cet ouvrage en particulier. Oui, ben, vu mon âge, je suis le produit de l'école coloniale. Ce qui fait que, au fond, comme dirait Katbi Yassine à propos, nous avons bénéficié de ce butin de guerre qu'est la langue française. Katbi Yassine lui-même disait, moi j'écris en français pour dire aux Français que j'écris mieux que les Français. Ça c'est Katbi Yassine. Ouais. Donc, je crois que nous avons eu la chance de bénéficier d'une double culture. À la fois une culture francophone et puis plus tard une culture arabophone. Et sans pour autant perdre ce que nous avons de personnalité, nous avons su trouver le meilleur, prendre le meilleur dans les deux langues, parce que la langue n'est pas coloniale elle-même, la langue est un butin de guerre. Je reviens toujours à ce que dit Katbi Yassine. Il faut l'utiliser pour écrire. Katbi Yassine, vous avez rencontré lorsque vous étiez étudiant. J'étais étudiant à l'époque, il y a de cela 40 ans, dans les années 70. Katbi Yassine venait lui-même présenter ses pièces de théâtre en faisant le tour des universités. J'étais à l'université de Constantine, et c'est là qu'il a... Constantine qu'on retrouve énormément dans votre ouvrage. Hein. Ah oui. Katbi Yassine est venu, je me rappelle, présenter Mohamed prend ta valise avec sa troupe à Constantine, la ville où j'ai vécu pratiquement toute mon existence et qui est extrêmement présente, que ce soit dans mon premier ouvrage ou dans mon second. Exactement, tout à fait ça. Et l'écriture est pour vous une véritable thérapie. Hein. Vous avez même écrit à votre psychiatre. Hein, oui. Et à qui vous dites, docteur, je ne viendrai pas demain à la consultation. Ce rendez-vous mensuel s'avère désormais inutile. J'ai en effet trouvé le moyen de vaincre définitivement le mal intérieur qui me ronge. Je rêve les yeux grands ouverts. Ce qui, convenez-vous-en, bien sûr, je rêve les yeux ouverts, ce qui, convenez-vous-en, n'a rien à voir avec ces visions cauchemardesques qui viennent chaque nuit agiter mon sommeil. D'ailleurs, quand je vous ai raconté mes cauchemars, vous m'avez dévisagé avec dans le regard cette compassion mêlée de mépris que vous éprouvez pour tous les malades que vous auscultez. Et j'ai aussitôt compris le diagnostic que vous me réservâtes. Désintégration du moi, crise de la personnalité, psychopathie et schizophrénie déficitaire. Vous avez été au-delà de tout cela aujourd'hui. Enfin, du moins votre personnage. Il y a des gens qui prennent des expédients. Moi, je prends ma plume. Ouais. Voilà, pour essayer de combattre un peu de stress qui est en chacun de nous, qui nous guette à chaque coin à chaque instant de notre existence. Cela dit, là, à mon psychiatre, il faut que je dise que ce texte m'a été inspiré par un autre auteur qui s'appelle Antonin Artaud, qui a lui aussi commis des textes qui s'intitulaient « Lettre à mon psychiatre », où il dit carrément à son psychiatre. Maintenant, moi, j'écris à mon psychiatre, celui qui existe là en Algérie, et qui expédie tous ces pauvres jeunes, tous ces paumés qui viennent le voir pour... Ce ne sont plus des patients, mais juste des clients. Des clients qui viennent à peine pour une question un stress passager, une petite dépression, qui ressortent avec des ordonnances. On le connaît assez dans ce métier. Hein. Oui, c'est certainement pas Abdelkader Ben Hammach qui nous dira le contraire. Je serais dans le métier des médias. Absolument. Alors, on ne pouvait pas aller vers le premier roman, oui, de Hamed Ali Bouassida, la dernière carte. Si vous avez envie de lui poser des questions, pas de problème, cultureclub@20tv.dz, sans revenir à cette longue poésie que vous déclamez pour les femmes. C'est une véritable étude sociologique, votre ouvrage. Chacun de nous doit le lire, chacun de nous doit l'offrir. Il s'appelle 5 dans les yeux de Satan. Et je vous assure, j'ai toujours un plaisir à lire ce passage, allez savoir pour quelle raison. Lorsqu'on parle des femmes dans le Maghreb, en Méditerranée, et vous l'écrivez à la page 42, c'est qu'ils confondent tout. Quand ils parlent de gigot, ils font des gestes obscènes pour désigner une femme. Ils utilisent des termes gigot ou morceau. À l'allure où évolue le langage, on ira bientôt demander la main d'une jeune fille chez le boucher du coin et acheter de la viande fraîche chez les parents d'une jeune vierge. Si on épouse des gigots, c'est qu'on mange des femmes. C'est tout le rapport que nous autres, Algériens en particulier, pas seulement en Algérie, Arabes en général, avons avec la viande. Nous avons un rapport séculaire avec la viande. Il faut voir tout à fait ce qu'il y a avant l'Aïd al-Adha. C'est vrai, tout à fait. Le mouton devient un mythe, c'est plus un mouton, c'est un mythe. Alors bon, j'ai un peu extrapolé.
Voilà. Je ne pouvais pas vous recevoir sur ce plateau sans revenir, bien sûr, à cet ouvrage, encore une fois, à qui nous avons encore une fois consacré une dizaine de minutes, 5 dans les yeux de Satan, et d'arriver, bien sûr, à ce dernier... Pardon, oui. l'ouvrage 5 dans les yeux de Satan est épuisé, il n'y a pas eu de deuxième édition. Alors donc ça marche. Voilà. Vous êtes un homme riche aujourd'hui. Non, il est épuisé, il a été tiré, je ne sais plus, à 1000 ou 2000 exemplaires. On ne le trouve plus dans les librairies. J'attends toujours qu'il y ait une deuxième édition. Mais attendez, mais il y a quand même des rats de librairie comme nous. Hein. Quand nous fouillons dans certains rayonnages, on retrouvera certainement un exemplaire caché entre quelques nouveautés. Hamid Ali Bouassida, le retour. La dernière carte, je le rappelle, votre roman aux éditions de l'Harmattan, dans la collection Lettres du monde arabe. Et là, vous aviez eu ce besoin de revenir et de revisiter cette Algérie des années 90, cette Algérie de la tourmente qu'on voulait, même en littérature, oublier. Et pourtant, vous aviez besoin de ce temps de distanciation pour y revenir. Oui, bon, d'abord parce que je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu... On l'a tous vécu dans notre chair, Voilà, je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai vécu. Cette tragédie-là, je l'ai très personnellement ressenti, que ce soit à travers des proches que j'ai perdus, qui ont été assassinés, que ce soit à travers l'immense stress que nous nourrissions chaque matin en sortant de la maison, avec l'angoisse, la peur de ne pas revenir, de passer... Cette angoisse permanente de passer devant une voiture en se disant les piéger, de passer devant, de ne pas rentrer trop tard le soir, de ne pas voyager la nuit, tout ça je l'ai vécu. Donc j'ai ressenti le besoin de le raconter à travers une histoire personnelle d'un enseignant qui est professeur à l'université, qui prépare une thèse, un professeur de français. Je reviens toujours à cette histoire de butin de guerre parce que... Elle ne vous a jamais quitté, cette obsession textuelle et linguistique. Tout à fait, une obsession textuelle et linguistique qui m'a marqué moi-même dans ma vie. Je suis le produit de la francité, que je le veuille ou non. C'est un accident de l'histoire peut-être, mais c'est ainsi. Donc, c'est un professeur de français qui prépare une thèse. Kate Biessine est encore présent. Il sera toujours présent dans mes œuvres parce que c'est un immense poète. Il me hante, c'est un immense personnage. C'est un homme qui a traversé le siècle, qui a très peu vécu. Il a vécu à peine une soixantaine d'années. Mais il a fait tellement de choses. Et puis, il a eu... ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il a abandonné la façon d'écrire en français après Nejma pour écrire des textes, des pièces de théâtre en arabe dialectal, afin que le peuple le comprenne. Il en avait marre d'écrire pour une élite, pour une classe intellectuelle. Il voulait directement s'adresser au peuple, avec toutes les pièces théâtre qui ont suivi. Donc voilà, la dernière carte, c'est un jeune... c'est pas la vôtre en tout cas, j'imagine, hein. Je suis certainement que c'est pas la vôtre. Hein. Et donc vous rendez hommage à toute cette jeunesse qui a lutté, on continue dans les années 90. Vous dites, hein, tout à l'heure, le soleil sera plus fort que la brume et les assassins renoueront avec leur frustration. Je parcours les titres macabres de la presse et j'imagine cette ménagère qui s'apprête à sortir pour aller faire son marché et qui peut-être ne reviendra pas. Cet écolier qui sera soufflé par une bombe alors qu'à l'heure qu'il est, il doit se battre pour nouer ses lacets ou chercher son cahier d'histoire. Cette étudiante qui souligne ses yeux de qui souligne ce regard, ces yeux de contour pourpre qui peut-être Alger s'en fout. Elle accueille anse grande ouverte bien sûr les bateaux qui viennent décharger le sucre, les fruits exotiques, l'huile dans le port qui grouille de dockers, qui croule dans les containers. Les flaques poisseuses des trottoirs ont séché et les poubelles ont été ramassées par des éboueurs qui ne doivent sûrement pas penser qu'un sac pourrait leur exploser en pleine figure. Et avec vous, on revient encore une fois, vous restituer cette parole, cette souffrance, parfois également certains espoirs, parce que le personnage ou l'acteur principal de votre ouvrage a envie de s'en sortir. Et l'amour pour lui est une porte de sortie, une issue de secours. Absolument, une issue de secours. Bon, il traverse mille et une péripéties, il se fait éconduire à chaque fois, il ne perd pas espoir. Et à chaque fois, il reprend le chemin, il reprend la vie, parce que la vie suit son cours. Et c'est toute, excusez-moi pour peut-être ce que c'est prétentieux, toute la philosophie, entre guillemets, de cet ouvrage, c'est l'espoir. Il y a la souffrance quotidienne, il y a l'angoisse quotidienne, il y a cette tragédie sur un fond tragique, ces années 90 qui ont été quand même dramatiques pour tout le peuple algérien.
Mais il y a l'espoir. Et cet espoir-là, il existe aussi, il est collectif. Les gens n'ont jamais cessé de travailler, les gens n'ont jamais cessé y avait-il réellement de plus vivre, de festoyer même. Voilà, il y avait une création extraordinaire dans le monde de la littérature, de la musique, de la poésie. Il n'y a jamais eu autant de créations que pendant cette décennie de mort. On a tellement écrit dans cette décennie. On a tellement produit des pièces de théâtre, on a tellement produit de la musique, on a tellement produit des choses que l'intelligentsia parisienne, de l'autre côté, a tout de suite étiqueté toute cette création littéraire en parlant de littérature de l'urgence. Aujourd'hui, vous prouvez le contraire, Hamid Ali Bouassida, à travers la dernière carte, dans le sens où vous avez mis un peu plus de 20 ans pour restituer cette Algérie de la tourmente. Oui, bon... Sans doute parce que je suis un immense flemmard aussi, je suis un grand paresseux, j'écris tout doucement, je ne suis pas un forçat de la plume. Mais cela dit, il n'y a pas de littérature de l'urgence. Il y a la littérature tout court. Mouloud Mamri, quand il a écrit L'Opium et le bâton, il ne répondait pas à une urgence. Il disait c'était un cri de son peuple qui souffrait. Mais à chaque période, on était dans ce qu'on pourrait considérer comme un délit de survie. Un délit de survie, tout à fait. Ouais. Et... c'est joliment dit, c'est peut-être ça, un délit de survie, tout à fait ça, voilà. Voilà, la dernière carte, je le rappelle, encore une fois, de notre ami Hamid Ali Bouassida, c'est aux éditions de l'Harmattan dans la collection Lettres du Monde. On le disait au sommaire de l'émission, on a refermé les portes du Salon international du livre il y a seulement quelques semaines. Et qu'est-ce qui vous a le plus interpellé chez la jeune création littéraire? Vous me disiez, elle est bourrée de talent d'un certain Kamel Daoud qui est de retour avec Meursault, Contre-enquête, dans les écrits de Chawki Amari, dans les écrits de Salim Bachi, de Mustafa Belfodé, dans bien sûr les bavardages du seul. Oui. Non, ça c'est rassurant. Ça fait vraiment plaisir. Il y a une jeune génération, quoi. Ils ont 40 ans, ces jeunes-là. Ils écrivent superbement. Ils ont réussi à... Non, moi je parle particulièrement de Kamel Daoud. Quoi, il a la quarantaine. Il a eu le prix Mohamed Dib. Tout à fait. En 2008. C'est ce qui vous unit, vous réunit tous les deux. C'est comme ça qu'on est devenus copains. Oui. C'est comme ça que vous défendez très bien son ouvrage aussi. Ah oui. Non, en dehors de ça, c'est quelqu'un d'abord que je lis quotidiennement. Il fait des chroniques écrites au vitriol dans un quotidien algérien. Et pourtant, il a un amour fou pour l'Algérie. Il a un amour fou de l'Algérie. Et puis, il a un style superbe. Il a inventé un style. Je crois qu'il a créé un style. Tout comme ses autres compères que sont Mustafa Belfodé, Chawki Amari, Salim Bachi. C'est des jeunes qui écrivent superbement bien. Ça fait plaisir. Ça prouve qu'il y a une relève. Et ça prouve que la littérature algérienne ne s'est pas arrêtée à ces classiques que sont Katb Yassine, Mouloud Mamri, Mohamed Dib, ni à la génération d'après, celle de Rachid Boujedra, Rachid Mimouni, qu'il y a maintenant. Et Rachid Boujedra, qui vous rendait hommage, entre autres. Quand vous parlez de lui, vous dites il m'a réellement construit, ou du moins même, parfois même reconstruit dans la lecture du démantèlement ou la répudiation ou l'escargot entêté. Ah oui, l'escargot entêté, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Il faut être Rachid Boujedra complètement déjanté pour écrire un. Ah oui. Dans son sens le plus artistique. Ah oui. Voilà, déjanté. Ce sera bientôt des nôtres. Positivement, non, c'est un immense écrivain. C'est quelqu'un qui est resté très constant dans son écrit. Ça fait très longtemps qu'il écrit. Depuis son tout premier roman. Le dernier, c'était bien sûr Les Figuiers de Barbarie. D'après les éditions Balzac, il est déjà sur notre roman qui sortira en courant 2014. Ah oui, il produit, et puis il est très constant. C'est un prof de philo, ne l'oublions pas, c'est une licence de philo. Il a été licencié de philo en tout début, dans les années 60. Je trouve que c'est un immense écrivain, Rachid Boujedra. Et je lui rends hommage... Il y a un point très important que j'ai omis de signaler, et pour le premier ouvrage, 5 dans les yeux de Satan, je le rappelle encore une fois, de Hamid Ali Bouassida, et la dernière carte, c'est la poésie. Impossible de dissocier vos écrits, votre plume n'a jamais pu quitter cette forme d'expression littéraire qui est la poésie. Parce qu'il y a de la poésie partout, il y a... À la manière de prendre son café, on peut être poète ou ne pas l'être. Bon, je crois qu'il faut nécessairement vivre d'un grain de folie et surtout de poésie. Sinon, la vie serait complètement... Ça serait une erreur. Ça serait trop bête.
vraiment de passer à côté de la poésie des choses. Et la poésie existe. Elle est là, il suffit d'ouvrir les yeux, de la constater n'importe où. C'est Jean Cocteau, je pense, qui avait dit un jour « Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais toujours pas à quoi. » En tout cas, voilà. En tout cas, je vous invite à aller retrouver Hamida Bouassida dans son imaginaire, prolixe, d'une grandeur extrême, 5 dans les yeux de Satan, mais également la dernière carte aux éditions de l'Harmattan, Lettres du monde arabe. J'imagine que c'est un ouvrage qui sera certainement réédité chez nous. Hein. En janvier, il va y avoir une coédition avec un éditeur algérien. J'ai entendu dire que vous étiez presque dans la désespérance pour éditer votre ouvrage. Vous l'aviez proposé à plusieurs maisons d'édition algériennes et vous n'avez pas... Oui, si je l'ai édité en France, c'est parce que je n'avais plus le choix. 5 maisons d'édition algériennes, j'ai fait 5 maisons. Le premier m'a demandé de changer complètement la deuxième partie, ce que j'ai refusé. La deuxième, qui est une éditrice, a changé le titre sans m'aviser, en voulant l'éditer, donc je l'ai retiré. Le troisième éditeur n'a pas daigné me répondre. Le quatrième n'a pas daigné me répondre. Et le cinquième m'a dit j'ai un plan de charge, je ne peux pas, je suis très pris. L'année prochaine, on en discutera. Alors, en désespoir de cause, je lui ai envoyé une maison d'édition. Donc, en fin de compte, parisienne. Le chiffre 5 vous accompagne. Vous n'avez pas pu lutter contre ce mauvais sort. 5 dans les yeux de Satan. 5 éditeurs dans les yeux de... Merci beaucoup, Hamida Ali Bouassida. La dernière carte. Et ça n'est pas le dernier ouvrage qu'on vient vous offrir ce soir, comme chaque dimanche soir, sur le plateau de Culture Club. N'oubliez pas vos questions et vos réactions sur cultureclub@ontv.dz. Et puis, Jamais 203, troisième auteur aujourd'hui. Sur notre plateau, on a eu le plaisir à la découvrir d'abord il y a un an, à Niamey-les-Mèges, pour son ouvrage Alexander, la chute aux enfers. Je le disais bien sûr, la plus jeune romancière d'expression française est là ce soir sur notre plateau. Elle est de retour avec La nuit aux deux soleils aux éditions El Maarifa.